s'il vous plaît, pour la traduction. Voilà. Christian Dima2, journaliste. Je travaille pour le journal du Cameroun.com. Président, sur la question des éligibilités, si je vous ai bien entendu, les examens des candidatures qui ont été mis, on peut dire en suspens, dépendent à présent de la FIFA. Pourquoi est-ce que la CAF convoque les candidats, notamment le président de la Fédération nigérienne de football, le président de la Fédération sud-africaine de football et les deux candidats à l'entrée au conseil exécutif de la CAF, notamment le président Seydou Kela? Si c'est la FIFA qui doit valider leur candidature, pourquoi sont-ils attendus au Caire, je crois, le 29 janvier, si je m'en tiens à la note d'information publiée par la CAF? Merci bien. Chers amis, merci. Je pense que vous étiez dans la salle quand vous suiviez mes explications. Vous n'étiez pas à l'extérieur. Je reprécise ce que je dis. Tout candidat au comité exécutif de la CAF subit le check d'éligibilité, le contrôle d'éligibilité de la commission de gouvernance de la CAF. Tout candidat au conseil de la FIFA, tout candidat président de la CAF, en vertu de ce que j'ai expliqué ici, tout à l'heure, subit le check éligibilité de la commission de gouvernance de la FIFA. Par voie de conséquence, ceux qui sont candidats pour le comité exécutif, au-delà du 28, je pense qu'une solution est en train de trouver pour qu'ils puissent, je crois, il y a d'autres qui ont déjà répondu d'ailleurs. Si mes informations sont bonnes, il s'agit d'une commission indépendante. D'autres ont déjà répondu, n'ont pas attendu le 28. Le 28, nous avons posé la question à ceux qui avaient décidé. Ils nous ont dit que c'était pour donner le temps à ces candidats de pouvoir réunir les éléments nécessaires. Mais puisqu'il s'avère que pour les candidats concernés, ce sont des éléments qui peuvent réunir même en 24 heures, donc libre à eux de pouvoir les ramener et les renvoyer là-bas. Donc le 28 n'est pas une condition sine qua non. Alex. Donc, il confirme, il a répondu d'ailleurs. Merci Eddy. Question de Mourad Dahil, qui est journaliste en Libye. How do you evaluate the Libyan position that was presented at the Executive Committee meeting? And what are the details of what was decided at the meeting? Has a date been set for the visit to Libya? The delegation that will visit Libya, will it include, and is it an initial visit or a visit to make a final decision to lift the ban on Libyan stadium, given the suffering experienced by the Libyan teams? Alex, faites une petite synthèse en français, s'il vous plaît. Non, mais je sais. Alors, il dit qu'il a une question à propos de l'évaluation de la situation en Libye, celle qui, dit-il, aurait été présentée au comité exécutif de ce matin, et quels sont les détails de ce qui a été décidé au cours de cette réunion. Est-ce qu'une date de la visite en Libye a été arrêtée? Est-ce que la délégation qui viendra en Libye inclura est-ce que ce serait une visite initiale ou alors une visite pour prendre une décision finale au sujet du, disons, bannissement des stades libyens? Merci beaucoup. Mais apparemment, il a suivi déjà la décision. Parce qu'il parle de quand la délégation viendra, tout ça là. Le problème a été posé. La fédération sœur de la Libye a souhaité qu'on puisse lever la suspension décidée sur l'organisation des matchs en Libye au regard de la situation que nous connaissons. Il y a eu un long débat là-dessus. En conclusion, il a été décidé ce qui suit. Primo, la CAF met sur pied une task force qui va travailler en étroite collaboration avec la fédération des autorités libyennes et toutes les organisations essentielles qui concourent à la résolution de la situation en Libye pour le nivellement du niveau sécuritaire pour certains endroits où les matchs peuvent se jouer. Et cette task force
qui va travailler en étroite collaboration avec la partie libyenne. Il lui appartiendra à la fin, au vu des garanties des différentes visites et des garanties offertes par les différentes autorités libyennes, de juger et de présenter un rapport au comité exécutif qui prendra. Ce qu'il faut retenir, c'est que, 1, la demande de la Libye n'a pas été formellement rejetée. 2, la CAF est consciente parce que même dans cette situation de guerre, la Libye, c'est l'une des rares fédérations qui participe à toutes les compétitions de la CAF. U17, U20, féminine, senior, U23, malgré leur situation, la Libye participe. Joue soit en Égypte ou en Tunisie. Donc, il y a cet élan-là. Quand vous avez affaire à ce genre de fédération, vous devez les encourager. La rigidité décisionnelle n'a pas le droit de citer. Le rôle de la CAF aussi, c'est que le football serve aussi à la résolution de certains conflits. C'est pour cela que, marquant notre encouragement, réaffirmant notre encouragement sur la fédération libyenne, nous avons estimé qu'il fallait juste mettre sur pied une task force qui va collaborer avec la fédération libyenne et leurs autorités et ensuite dégager, si dans le meilleur délai on dégage toutes les garanties sécuritaires, on va autoriser la Libye de continuer de reprendre à jouer. C'est question seulement de sécuriser et avoir. Mais cette task force a l'obligation de travailler pour les accompagner dans le nivellement sécuritaire. Voilà. Les deux dernières questions, une dans la salle et une sur la plateforme. Oui. Allez-y, madame. Et on prendra une dernière sur les plateformes. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je m'appelle Laura Dave, je représente Laura Dave Media. Président, déjà bonsoir à tous. Président, on vous a vu redonnez, s'il vous candidat. plaît, le nom de votre média. Laura Dave Media, c'est un magazine digital sur Internet. Voilà. Alors, Président, il y a quelques années, vous avez été en lice pour être candidat au poste de président de la CAF. Mais pour cette fois, vous n'êtes pas président. Candidat, pardon. Vous n'êtes pas candidat. Et pourtant, vous avez l'air bien posé, vous avez l'air de maîtriser tous les sujets. Vous avez justement cette posture-là à nous convaincre, comme il se doit. Pourquoi, justement, vous n'avez pas déposé votre candidature, étant donné que vous avez toute cette étoffe-là? Est-ce à dire que vous n'avez plus d'ambition, disons ça comme ça? Merci. Ou la carrure, je ne sais pas. Merci, madame, pour ces éloges à notre égard. Merci énormément. Si vos informations sont bonnes, même la dernière fois, je n'ai pas été candidat à la présidence de la CAF. J'ai l'habitude de dire et de croire et d'être convaincu que diriger, aider le développement du football en Afrique ne nécessite pas nécessairement d'être président. L'essentiel, c'est d'être dans le board qui décide et apporter des éléments constructifs pour le développement du football africain. C'est pour cela que je n'ai jamais été sublimé par des titres. Non. L'essentiel, c'est d'être là et de pouvoir... Cette fois-ci, effectivement, je ne suis pas candidat, c'est dans la même lignée. Et je reste convaincu qu'une seule personne ne peut pas développer le football africain. Par contre, le football ne peut s'être développé que par une équipe. C'est une équipe qui peut développer le football africain. Parce que cette équipe, si on a une bonne équipe, un bon groupe, on n'a pas nécessairement besoin d'être président. Donc, je suis toujours disponible pour faire partie du groupe. C'est pour ça que je suis candidat à ma reconduction au poste de membre du Conseil de la FIFA, où je représente l'Afrique. J'ai représenté l'Afrique depuis le comité exécutif, le dernier mandat, les 2 dernières années, le dernier mandat de Blatter. J'ai participé dans la commission des réformes de la FIFA en 2015, après toute la crise qu'il y a eu au niveau de la FIFA. J'ai représenté l'Afrique avec mon collègue Ania Bourdia du Niger et de l'Égypte. Mais j'estime que le meilleur travail, c'est de continuer à aider le groupe, de travailler en groupe. À ce moment-là, l'échange d'expériences d'une manière verticale et horizontale
permettra à ce qu'on puisse apporter du sien que de se retrouver nécessairement. Alors si je ne suis pas président, j'ai fait quoi? Je démissionne, je quitte. Merci. On a encore, on va revenir, il nous reste juste 2-3 minutes. On va aller, parce que vous n'avez pas eu votre tour tout à l'heure, quelqu'un vous l'a chippé. Alors c'est à vous. On ira ensuite sur une plateforme et on terminera par le... Bonsoir à tous, moi c'est Fils Daniel Indjek, football237.com. Monsieur le Président, c'est une question qui nous taraude à l'esprit. Depuis votre retour, ou encore depuis votre prise de la Bastille, pour ne pas dire votre magistère à la tête de la FIFA, de la CAF comme président intérimaire, vous avez la première décision, c'était de le patriarche Issa Hayatou de le porter à la tête de cette institution comme conseiller ou encore comme membre président d'honneur. Pour vous, qu'est-ce que cela représente et pourquoi maintenant, quand vous arrivez simplement? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je me doutais que quelqu'un ne pose pas cette question. Et vous l'avez effectivement voté. Le président Hayatou, c'est notre grand frère à tous. Il nous a vu venir à la CAF. D'abord, en tant que président de fédération, il nous a porté jusqu'à être au comité exécutif de la CAF. Il nous a porté jusqu'à aller au comité exécutif de la FIFA. Je suis entré au comité exécutif de la FIFA vers le dernier mandat de Blatter. Et il avait une grande qualité, c'est de faire un casting des jeunes qu'il estimait compétents pour pouvoir les promouvoir, assurer la pérennité et le renouvellement de la classe dirigeante au niveau de la FIFA. Ce projet existait parce que, vous devez savoir, ce n'est pas une libéralité de la CAF, c'est son droit. Les statuts sont clairs. Après un certain nombre de mandats, et que vous continuez à être bona fide, il revient au comité exécutif de proposer à l'Assemblée générale l'élévation au président des rangs d'honneur. On a eu beaucoup de choses à résoudre au sein de la CAF. Vous suivez les médias, tout ça là. Mais nous avions estimé qu'il était juste et judicieux. En principe, si je peux vous livrer le secret, c'est depuis le mois d'avril de l'année passée. J'ai présidé la commission au sein de la CAF, mise sur pied par l'ancien président Ahmad, pour examiner et proposer les membres à élever au rang de membres d'honneur, en ce compris le président d'honneur. J'avais présidé cette commission et l'adhésion était déjà là. Et quand nous sommes venus ici pour la présentation de mascotte, on avait promis de revenir effectivement pour pouvoir procéder à l'effectivité de son élévation. Il y a eu la Covid, on n'a pas organisé l'Assemblée générale en entre-temps. La commission a terminé son travail, devait le passer au comité exécutif, et le comité exécutif devait le soumettre à l'assentiment de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale que nous avions eue, c'est celle de la dernière fois. Nous avons décidé effectivement de soumettre le premier à l'Assemblée générale qui l'a accepté. Il faut voir à travers cette élévation, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Hayatou. Non, il faut voir sa contribution. Il faut voir la contribution dans le développement de la CAF en tant qu'institution, dans le développement de la compétition de la CAF, son impact à la tête de la CAF sur le plan commercial, marketing, financier, tout cela. Et c'est tous ces éléments réunis qui nécessitaient qu'on lui rende l'hommage pendant qu'il est encore vivant. Parce que le drame en Afrique, c'est des bons horizons funèbres, et puis rendre hommage à des gens quand ils ne sont plus là. Mais nous pensions qu'il était tout à fait normal, et le moment était bien choisi, parce que son rêve, c'était d'organiser une CAN au Cameroun. C'est le rêve
qu'il avait toujours. Élu au Maroc, terminé en organisant une CAN au Cameroun. Dieu n'a pas permis que ce rêve soit réalisé, mais à travers nous, Dieu a permis que ce rêve soit réalisé. On a le CHAN aujourd'hui. L'année prochaine, on va organiser la CAN. Par conséquent, il était tout à fait indiqué de pouvoir l'honorer dans son pays. Et c'est ce que nous avons fait. Et il le mérite. Merci. Nous allons aller vers les médias. Avec votre permission, Président, on va déborder de 2 minutes. Merci. Alors, Alex, une question sur les plateformes. Et dans la salle, on en prendra 2. Monsieur, et puis ça sera bon. Très bien, merci Eddy. Juste pour dire qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur la question de la sécurité. Visiblement, beaucoup ont manqué la réponse claire du président relative à cette question. Peut-être va-t-il la résumer à la fin pour élaguer les 6 questions qui reviennent sur le même sujet. Sinon, M. Clopert Yompan, il n'a pas dit pour quel journal il travaille. 2 questions à M. Omari. Premièrement, quelles sont les attentes de la CAF par rapport à ce CHAN qui se joue dans des conditions particulières? Deuxième question, pourquoi avoir opté pour un remplissage de stade de 25% pour certains matchs et 50% pour les demi-finales et la finale? Est-ce à dire que le risque de contamination n'est pas le même? Merci. Avec votre permission, c'est gênant quand même de ne pas avoir le média de celui qui pose la question. Il travaille pour... Je ne le connais... Pardon? Comment il a fait pour... C'est curieux. Bon. D'accord. Madame, merci comme vous confirmez qu'il n'est pas des médias, mais par décence. Ok. Merci. Vous le connaissez? Ok, très bien, merci. On le remercie davantage pour son intérêt à l'organisation du football en Afrique. Il faut le remercier pour cet intérêt-là. Je voudrais aussi lever une équivoque que j'ai oubliée tout à l'heure. Il n'y avait pas de prise de Bastille. La prise de Bastille, c'était une révolution. Là, c'est une application normale des statuts. En cas d'empêchement du président, le premier vice-président accède et assume les fonctions d'intérim. Donc, il n'y a pas de prise de Bastille. Maintenant, quelles sont les attentes de la CAF par rapport à ce CHAN? Je crois l'avoir dit ici, peut-être qu'il n'a pas situé la corrélation entre attente et l'organisation. J'ai bien défini ici que dans son fondement de base à sa création, cette compétition visait à offrir une plateforme d'expression des joueurs évoluant dans les championnats locaux. 2. Valoriser les championnats locaux. 3. Permettre à ces jeunes de pouvoir s'exprimer afin de renforcer leur visibilité sur le marché de transfert. C'est ça, qu'on le veuille ou pas, c'est ça l'objectif de tout joueur aujourd'hui. Tant qu'en Afrique, nous n'aurons pas payé très bien les salaires, assuré les conditions décentes, tout le monde au Cameroun rêve d'être Samuel Eto'o. Vous pouvez tout raconter aux jeunes, mais tout le monde te dira, moi je voudrais être Samuel Eto'o. Réussir ma carrière et vivre décemment. 4e, on a dit que l'affluence des joueurs évoluant dans les championnats extérieurs aux championnats locaux africains était tellement prépondérante qu'il devenait difficile aux championnats locaux, aux joueurs évoluant dans les championnats locaux de s'exprimer. Donc, d'une manière ramassée, l'image d'une CAN aujourd'hui, la CAN ne reflète pas les championnats locaux. La CAN reflète le niveau du football des ressortissants d'un pays, qui soit à l'extérieur ou à l'intérieur, qui joue au football. Par contre, le seul élément d'appréciation
objective du niveau de nos championnats locaux, c'est le CHAN. Et c'est pour ça que depuis qu'au départ, ça avait démarré avec un peu de léthargie, il y avait des pays qui ne voulaient pas participer. Mais aujourd'hui, tout le monde se bouscule. C'est l'opportunité de pouvoir participer. Donc nous attendons cela. C'est ça les attentes de la CAF. Rendre cette compétition beaucoup plus compétitive, commerciale, ainsi de suite. Les 25, pourquoi? Pourquoi les 25% pour les matchs et la demi-finale et finale, 50%? Vous savez, il faut dire à l'ami qui a posé la question, en matière d'épidémiologie, on analyse la courbe d'évolution de la pandémie. On évolue. Quelle est son amplitude? Ainsi de suite. Proportionnellement à ça, il y a l'intérêt quand la compétition commence. On a moins d'intérêt, mais plus on avance vers la finale, il y a plus d'intérêt, plus d'engouement. Parce que la probabilité des équipes en demi-finale, quart finale, demi-finale, commence à s'exprimer. Donc à partir de ce moment-là, il y a un engouement. Maintenant, les responsables sanitaires et politiques de votre pays ont estimé, après discussion avec la CAF, parce que la CAF ne décide pas le problème de santé publique, la pandémie, c'est un problème lié à la santé publique, la CAF ne peut que se référer aux décisions prises par les autorités compétentes du pays qui abrite une compétition. Et toute proportion gardée, on a estimé les places disponibles dans les stades par rapport à l'affluence et à la culture aussi d'amour du football de votre pays. On a estimé qu'il faudrait aller progressivement. On démarre avec 25%, assorti des évaluations, puisque c'est 3 semaines. La période d'incubation de cette pandémie, c'est 7 jours. Donc, au bout de la première semaine, on aura déjà une appréciation pour savoir si les 25% ont servi pour la propagation massive de cette pandémie ou pas. Et progressivement, les études épidémiologiques aidant, l'affluence pourra connaître aussi sa montée en puissance. C'est uniquement ça qui a motivé. Et je pense, à mon humble avis, que les décisions de vos autorités ont été judicieuses. Je sais que le peuple camerounais adore son football. C'est une religion, le football. Je m'imagine quelqu'un dehors en train de regarder sur un écran géant. Même si vous mettez l'écran géant, les gens seront nombreux. La distanciation sociale ne sera même pas respectée. On a quand même... Vous savez, ce n'est pas un retour sur investissement. Mais les autorités ont quand même voulu assez que le minimum des Camerounais puissent quand même assister à des matchs. Merci. Alors, il attendait. C'est à vous, monsieur. Allô. Monsieur le Président, bonjour. Éric Mamrud de RFI. Ah, c'est Éric Mamrud. Oui, bonjour. Oui, je vois déjà. On le sait, malheureusement, du fait de la pandémie, beaucoup de pays voient leur championnat arrêté depuis plusieurs mois, voire même pour certains près d'un an. Est-ce que vous craignez que le niveau de la compétition en pâtisse ou crée de gros déséquilibres entre certaines équipes, donc dont le championnat, l'équipe qui aurait le rythme en raison de leur championnat en cours, avec d'autres qui n'ont pas eu la possibilité de jouer, donc, et ça ne fausserait pas un peu la compétition quelque part de fait de cette situation dommageable. Ok. Si j'ai bien compris, vous êtes accrédité ici au Cameroun. Sûr? Si j'ai bien compris, vous êtes attaché, vous travaillez ici sur place au Cameroun. Non, à Paris, on est à Paris, hier. parce que je vois Eric, je dis quelque chose. Le seul championnat qui a été fait, depuis une année, il n'a pas été joué, c'est ici au Cameroun. C'est moins pour des raisons de la pandémie que sur d'autres problèmes. Oui. Au Togo, par exemple. C'est moins. Mais le Togo a joué des matchs. Il vient de jouer des matchs préparatifs du CHAN.
devrons-nous sacrifier 14 pays sur les 16 parce qu'il y a 2 pays qui n'ont pas organisé le championnat? Je ne pense pas. De l'autre côté, un des pays organisateurs de la phase finale a investi sur la compétition. Ils ont investi. Vous savez, l'Afrique, le football en Afrique, contrairement au vôtre en Europe, qui, quand on ne sait pas entraîner, ça pose d'énormes problèmes. Mais en Afrique, il y a trop d'improvisation. Vous serez surpris de constater les équipes dont vous parlez qui n'ont pas joué le championnat d'être encore plus fortes par rapport aux autres équipes. Mais je pense que la proportion des équipes qui n'ont pas organisé le championnat depuis une année et qui ont participé parce que ces équipes n'ont pas été qualifiées d'office, ça n'a pas le pays organisateur. Mais le Togo a joué pour se qualifier. Le Togo est qualifié. Pour se qualifier, le Togo a dû jouer. Donc, nous pensons que l'impact, en fonction de la proportionnalité des équipes qui n'ont pas organisé le championnat, l'impact serait moindre. Tout simplement parce que vous allez observer, à partir du 2e, 3e match, vous allez vous rendre compte que ces équipes vont monter en puissance. Si elles ont la chance de se passer au 2e tour, vous constaterez qu'elles vont monter en puissance. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est comme si je prends une autre discipline, je prends par exemple la NBA, on dit une franchise ou 2 équipes n'ont pas participé au match, faudra-t-il arrêter? Il y a aussi des impératifs d'autres marketing commercial qu'il ne faut pas oublier, qui font que la compétition est là, les 2 pays s'organisent, l'une d'elles s'est qualifiée donc à jouer des matchs, l'autre a joué des matchs amicaux, et je ne trouve pas ce déséquilibre dont vous faites allusion. Mais connaissant le football africain, je vous mettrai au défi, vous allez constater que ce déséquilibre peut être aussi un élément de faveur pour certaines équipes qui n'ont pas beaucoup joué. Donc les joueurs seront beaucoup plus nantis physiquement, avec beaucoup de réserves d'énergie par rapport aux autres, qui sont en plein championnat. Merci. Il y a une autre question? Bonsoir Président, bonne année. Je suis Happy Raphaël, photojournaliste, je travaille pour zonefoot.net. Bien Président, je ne posais pas une question, mais par contre je voudrais faire une proposition. La relation verticale entre la CAF et les comités locaux d'organisation, c'est déjà appréciable. Mais je voulais proposer, il faudrait penser à une relation horizontale. C'est-à-dire, par exemple, pour éviter certaines couacs dans l'organisation, la CAF devrait mettre dans le comité local d'organisation certains éléments qui participent permanemment aux activités de la CAF pour apporter leur appui et permettre généralement au comité de pallier à certains manquements. Merci. Bon, cette proposition est une forme de question aussi. Elle a sa forme de proposition, elle a sa forme de question aussi. Pourquoi vous pensez que la CAF devait s'ingérer dans la formation du comité d'organisation locale? Ça s'appelle COCAN, Commission d'organisation locale. C'est-à-dire, il appartient à votre pays, puisque nous parlons du Cameroun, la fédération et le gouvernement, d'abord, les autorités mettent en place ce comité d'organisation sur base des expertises des uns et des autres et l'efficacité dans le rendement pour pouvoir organiser. Par contre, la CAF vient en appui technique qui travaille. Si aujourd'hui nous avons le CHAN, ce n'est pas aujourd'hui que la CAF a commencé à travailler avec le Cameroun. Ça fait 3 ans déjà ou 4 ans qu'ils travaillent sur cette compétition. La CAF s'est rapprochée du comité d'organisation locale et pouvoir travailler. Le reste, c'est un problème local. Il ne nous appartient pas de nous ingérer pour savoir comment et pourquoi une comité d'organisation locale a été constituée. Je pense que nous arrivons vers la fin. C'est ça, Président. Je voulais vous remercier, vous, d'abord, d'avoir eu cette patience de dépasser l'heure qu'on avait prévue, de remercier le directeur de la communication de la Confédération africaine de football, Alexandre Siwe,
le président, notre guest, notre invité, le président Seydou Mbombo-Njoya, et puis vous tous, chers confrères, chers amis, d'avoir assisté à cette conférence. Et puis rendez-vous sur les stades très rapidement. Merci à vous tous. Modalité pratique, je vous prie de nous accorder quelques minutes après le départ du président et de ses invités, s'il vous plaît, pour quelques informations pratiques et préoccupations qui vous concernent. Merci à tous. À très bientôt.